Bonsoir Insta, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble. Vous savez que je suis passionnée par beaucoup de sujets, c'est-à-dire que les personnes que j'ai dans ce live, la plupart du temps, parlent de partie de moi, évidemment, puisque je m'intéresse et j'invite des gens qui sont en relation avec ce qui m'intéresse. Ma pratique spirituelle aussi, mon travail sur moi et surtout mon travail en tant que thérapeute, mon travail de tous les jours. Alors, bien sûr, nous sommes aussi en 2023, depuis les années 2000 et surtout 2020, nous sommes entrés dans une ère de la spiritualité encore plus exacerbée que les années précédentes et la sexualité en fait évidemment partie. J'ai choisi d'inviter Alain Héril ce soir parce que c'est un homme que j'admire, que je trouve absolument incroyable. C'est un orateur né, un érudit. Enfin, arrêtez là, de toute façon vous allez vite le voir. Et c'est le premier homme que j'invite effectivement dans ce Loin mais ensemble parce que j'ai confiance en lui et que c'est un super gars. Et vous allez vite le comprendre. Je vais lire ces mots qui viennent de son oracle Sexualité sacrée avant de l'inviter. Et nous parlerons aussi de la sexualité sacrée à travers son dernier ouvrage « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». Un très beau titre avec une très jolie couverture pour démarrer. Et cette phrase qu'Alain a écrite, « Qu'est-ce qu'une sexualité sacrée ?» C'est une sexualité qui a pour but la rencontre et les émotions qu'elle suscite. Rencontre avec soi, avec l'autre, et aussi rencontre avec ce qui nous dépasse et qui est plus vaste que nous. Un vaste sujet. Alors, c'est parti. Il est où, Alain ? Bonsoir. Bonsoir Julie, tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Ok, super. Je suis très heureuse de t'avoir ce soir en live et de pouvoir papoter avec toi autour de ce sujet à la fois si vaste, qui a l'air simple, mais pas tant, mais on va en discuter, qui est la sexualité sacrée. Parce que la sexualité, bon, on pourra également en parler, mais là, le sujet de ce jour, c'est la sexualité sacrée. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots ? Oui, bien sûr. Évidemment, je m'appelle Alain Héril. Mes titres officiels, c'est psychanalyste, sexothérapeute et formateur. Et puis, je suis aussi auteur puisque j'ai commis quelques livres autour du couple, de la sexualité, un certain nombre d'autres choses. Pour faire bref, moi, j'ai deux axes de travail principaux. La sexothérapie, donc tout ce qui concerne les interrogations autour de la sexualité humaine, que je travaille dans mes livres, mais aussi que je délivre dans les cours que je donne et les formations que je propose. Et puis aussi la psychopathologie, puisque je suis directeur du diplôme universitaire européen de psychopathologie et que je suis aussi professeur émérite à la faculté de Moscou en psychopathologie et aussi j'ai donné les premiers cours de sexothérapie de l'histoire en Russie. Voilà, comme vous vous en doutez bien, ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné. Mais j'ai repris les cours avec mes étudiants russes en visio. Donc voilà, pour vraiment faire rapide, voilà, j'en dirai pas plus sur ma présentation, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci à toi de m'inviter. Je suis là vraiment avec beaucoup de plaisir, crois-le bien. Merci, je suis très touchée. Mais tu n'as pas parlé du fait que tu adorais la philosophie. Tu es diplômé en philosophie également. Oui, c'est long comme le bras, effectivement, faut bien trier. Oui. C'est-à-dire que je pense que, et on entre un petit peu déjà dans le sujet, mais je pense que lorsqu'on fait un travail sur soi et surtout un travail sur soi autour de sa sexualité,
la question de la philosophie, elle arrive très vite parce que la philosophie, c'est ce qui cherche à donner du sens au monde, à nos actions, à nos pensées, et que la philosophie est vraiment la petite sœur de la psychologie et inversement. Je ne vois pas comment on peut être sur des terrains de psychologie dans le sens large du terme sans, à un moment donné, se poser des questions auxquelles la philosophie essaye de donner des réponses. Donc, les deux vont de pair et les deux vont ensemble. Et mes formations initiales, qui sont les formations universitaires, étaient sur le terrain de la psycho et aussi sur le terrain de la philo, effectivement. Et je m'attache beaucoup à la pensée philosophique parce que je pense que la spiritualité, c'est aussi de la philosophie, c'est aussi un regard sur nos fonctionnements, sur nous-mêmes, sur notre rapport à l'autre, au monde, à l'univers, qui a les deux pieds plongés dans la philo. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut pratiquer la sexualité sacrée si on n'est pas amoureux? Ah, tu commences fort, hein, ouais. Des questions. Alors, je vais pas botter en touche, mais je vais faire un petit écart pour te répondre. Je pense que nous sommes toujours amoureux. Je pense que la dimension de ce que Alberoni appelait l'énamourement est toujours présent à l'intérieur de nous. Sinon, quand c'est pas présent, c'est que nous sommes dans des états bien dépressifs. Donc, en dehors d'états dépressifs que l'on peut traverser les uns et les autres, je pense qu'il y a toujours une possibilité à être amoureux chez chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Après, on peut être amoureux de quelqu'un qu'on rencontre un soir et on peut être amoureux de quelqu'un avec qui on partage sa vie depuis 50 ans. La question d'être amoureux, c'est la question de l'impact de l'autre sur soi et l'impact de soi sur l'autre et comment ce lien entre deux personnes raconte quelque chose d'un lien plus grand. Donc, pratiquer une sexualité sacrée, on est forcément amoureux. On est forcément amoureux, mais pas forcément amoureux dans le sens romantique du terme, engagé dans l'amour avec une personne. On peut avoir des formes d'énamourement qui sont différentes d'une personne à une autre et néanmoins être dans une sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est pas forcément le lieu de la fidélité, c'est pas forcément l'espace dans lequel on va construire un couple tel qu'on l'entend de façon un petit peu commune. Je pense que c'est le lieu de l'impact et c'est le lieu de l'émerveillement. Donc, je ne vois pas comment on peut être émerveillé sans être amoureux, mais en même temps, on peut être amoureux de quelqu'un avec qui on passe quelques instants et avec qui on va partager, voilà, je dirais presque une fonction solaire de l'être humain qui va se traduire dans cette dimension de la sexualité sacrée. Voilà, j'espère que ma réponse est claire. Oui, très clair. Bah, ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a des degrés d'amour. Oui. Il y a des façons différentes d'aimer et il y a des degrés. Après, ça dépend de chacun et chaque être humain, déjà, est assez complexe. Donc, à deux, n'en parlons pas. Oui, effectivement. Mais tu parles des degrés de l'amour. Moi, tu le sais, je suis très sensible à la proposition des anciens Grecs qui, eux, proposaient 10 degrés différents de l'amour. Et j'ai tendance à penser que nous portons à l'intérieur de nous ces 10 degrés. Il n'y a pas un degré qui est meilleur qu'un autre, simplement que l'amour, c'est un kaléidoscope qu'on porte à l'intérieur de soi. Nous sommes faits de plein de facettes différentes et qui s'activent dans la dimension de l'amour et aussi dans la dimension de la sexualité. Parce qu'on peut avoir une sexualité sacrée même en ayant des pratiques qui sont des pratiques BDSM. Hein. La sexualité sacrée, c'est une forme d'engagement dans la sexualité et ça, je pense qu'on va un petit peu plus le développer, cette notion d'engagement. Mais oui, en tout cas, il y a aussi des notions de vibration qui sont très importantes. Et c'est là où tu parles de sexualité sacrée et spirituelle. Et d'ailleurs, je reprends tes mots, page 137 de ton livre. Tu dis, le sexe concerne uniquement le corps, la sexualité concerne le psychisme, alors que la sexualité sacrée parle de et à l'âme. Est-ce que tu peux développer, nous en dire un peu plus? J'ai écrit ça, moi. C'est pas mal, hein, ce que j'écris. Hein. C'est beau, ouais. Il y a beaucoup de poésie. Ouais, non, blague à part, oui, c'est-à-dire que
je pense, ça c'est, je ne sais pas si c'est une croyance, en tout cas c'est un constat que je peux faire. Je pense que dans notre fonctionnement humain, oui, nous avons un corps fonctionnel, un corps qui est le véhicule d'un certain nombre de choses, et puis nous avons aussi un esprit qui nous permet de penser, mais l'âme, ce que j'appellerais l'âme, est quelque chose qui, d'une part, qui réunit les deux, le corps et l'esprit, et qui nous met dans une vibration, qui est une vibration qui nous permet d'être en lien et en contact avec nous-mêmes, avec les autres, sur un terrain où j'aurais presque tendance à dire, à un moment donné, les mots n'ont plus de valeur. C'est-à-dire que la spiritualité et la sexualité sacrée arrivent à partir du moment où nous ne pouvons plus la décrire. Si ce n'est qu'il y a un langage de cette beauté-là qui existe et qui s'appelle la poésie. Et la poésie, c'est l'espace de la métaphore, c'est l'espace du symbole. Et je pense que ceux qui traduisent le mieux cette dimension-là de la sexualité sacrée, ce sont les poètes. Il y a un immense poète spiritualiste qui nous a quittés il y a peu de temps, c'est Christian Bobin. Quand on lit Bobin, à travers sa poésie, à travers la manière dont il pose les choses, ce qu'il dit décrit très bien les choses, mais il y a toujours une part de mystère. Il y a toujours un endroit où on se dit, mais c'est très beau, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, et quand on est dans ce moment-là, eh ben on est dans quelque chose qui cherche à décrire le plus grand, qui cherche à décrire quelque chose qui n'est pas au-delà de nous, mais qui nous met en expansion. Et cette expansion-là, à un moment donné, les mots, je dirais, qu'on utilise traditionnellement pour échanger des informations entre nous, deviennent assez fades. Et je pense que la poésie, c'est effectivement le langage de la dimension sacrée. Et le jeu de mots que j'ai l'habitude de faire par rapport au corps, c'est que la poésie, c'est l'endroit où la peau aime. C'est beau. Notez, prenez des notes. Prenez des notes pour moi. Excellent. Comment est-ce que en thérapie, quand tu as des couples en thérapie ou des personnes, tu leur en parles souvent de cette sexualité sacrée? Est-ce que ça vient régulièrement dans tes propositions, dans ton accompagnement? Est-ce que les gens en parlent aussi ou ça reste encore... Alors, moi je n'en parle pas. La base de ma formation, c'est la psychanalyse. Et en psychanalyse, on apprend plutôt l'écoute active et l'écoute bienveillante, bien entendu. Mais ce que je remarque, c'est que les gens qui viennent en thérapie parlent de plus en plus de cette dimension sacrée. Je ne crois pas que ce soit le rôle du thérapeute de leur dire, mais vous savez, il y a ça qui existe, est-ce que vous voulez y venir ou comment vous pouvez y venir? Je pense que ça vient naturellement. Et en général, la dimension spirituelle et la dimension sacrée vient plutôt en fin de thérapie. Lorsqu'on a traversé le symptôme, les difficultés, les problèmes relationnels et autres. Et comme si c'était une espèce de cerise magnifique sur l'étrange gâteau qu'est notre vie. Et donc, par rapport à ça, à partir du moment où le patient, qu'il soit seul ou qu'il soit en couple, pose la question de la dimension sacrée, donc on l'accompagne. Mais c'est un accompagnement qui porte une vibration très différente que simplement, enfin quand je dis simplement, c'est pas si simple que ça, mais simplement que l'accompagnement du symptôme. Et donc, et ce que je remarque, parce que moi, je ne consulte plus, enfin, beaucoup moins qu'avant. J'ai quand même consulté régulièrement pendant 30 ans. Je suis superviseur et donc j'entends beaucoup. Là, j'ai passé toute la journée en supervision avec une dizaine de thérapeutes ici à Lyon. Et ce dont je m'aperçois, c'est que beaucoup de thérapeutes me parlent de la question du sacré, du spirituel qui se pose de plus en plus dans les espaces thérapeutiques. En ouverture, tout à l'heure, tu parlais de ce changement qu'il y a depuis 2-3 ans dans nos espaces collectifs. Et je pense que ça se retrouve dans les cabinets. Et que la question du spirituel, elle vient naturellement se poser chez beaucoup de nos patients, avec évidemment une foultitude de points d'interrogation. Et ce n'est pas nous qui avons la réponse pour eux, mais en tout cas, ça les met en chemin de façon différente. Donc la spiritualité est au cœur de l'accompagnement psychothérapeutique, sous des formes très différentes, mais je pense qu'à un moment donné, quand on fait un travail sur soi un peu approfondi, voilà, quand on a traversé les ombres, ben, on se questionne sur la lumière. Alors, très bonne transition. Et là, tu parles de travail sur soi. On peut arriver peut-être justement à cette sexualité sacrée en duo quand les deux antagonistes ont travaillé sur eux. On fait justement traverser les ombres et on fait un travail, en tous les cas,
psychothérapeutique ou en tout cas un accompagnement quel qu'il soit. Ces personnes ont réussi à se découvrir, à se découvrir complètement. Comment ça se passe quand l'un des deux n'a pas travaillé sur lui? Alors, je dis lui parce que la plupart du temps, et je ne fais pas de généralité maintenant quand même, de toute façon, on le voit bien, même dans les formations, tu as quand même plus de nanas que de mecs. En thérapie, j'ai quand même plus de nanas que de mecs. Bon, il y en a certains, c'est peut-être l'inverse, mais quand même, en moyenne, les femmes travaillent plus sur elles que les hommes, malheureusement. Comment faire quand on est dans un couple où on avance, nous, en tant que femmes, et on a un partenaire de vie qui n'a jamais travaillé sur lui? Comment faire? Alors, j'ai pas la réponse absolue à cela. Si j'avais la réponse absolue, je te la donnerais et j'aurais déjà écrit un bouquin là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a ce déséquilibre dans le couple, la première chose, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce déséquilibre raconte du couple. Je pars du principe que quand on est en couple avec quelqu'un, c'est jamais par hasard, ce sont surtout des choix d'inconscient à inconscient. Donc, à un moment donné, quand il y a ce décalage, qu'est-ce que ce décalage raconte de la relation? Est-ce que ça raconte que la relation est terminée? Est-ce que ça raconte que la relation prend une autre forme? Qu'est-ce que ça raconte? C'est-à-dire, déjà, la première chose, c'est donner du sens avant d'être dans un constat parfois douloureux. Je suis là, lui, il est ailleurs, on ne peut pas se rencontrer. Donc, déjà, la question de la mise en sens, elle est, à mon sens, c'est le cas de le dire, absolument fondamentale. Ensuite, ça, je le rencontre assez régulièrement. J'anime depuis 15 ans des stages de tantra. J'ai découvert le tantra il y a une quarantaine d'années. C'était un bouleversement dans ma vie. Et ça se rencontre souvent. Ça se rencontre souvent parce que soit il y a des femmes qui viennent seules au tantra parce que leur compagnon n'a pas envie, soit il y a des couples qui viennent et c'est toujours très, très, très compliqué quand ils ne sont pas au même endroit. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a nécessité qu'ils soient absolument au même endroit? Une fois qu'on a essayé de trouver cette question du sens de la relation et du sens du décalage entre chacun, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que pour avancer en couple sur un terrain sacré ou spirituel, c'est important d'être sur le même chemin. Bien sûr, on va y avancer de façon différente, on va pas voir les mêmes choses, mais au moins on est sur le même chemin. Et quand on est sur des chemins qui sont parallèles ou ça c'est très difficile parce que souvent, moi je rencontre des personnes qui vont développer un travail personnel indépendamment de l'autre sur un terrain spirituel et le fossé va se creuser de plus en plus. Et il y a d'autres fonctions du couple qui vont s'activer. C'est-à-dire que c'est un couple qui peut continuer, mais dans la parentalité, par exemple, mais qui va plus continuer dans des dimensions sacrées. C'est souvent des constats très, très, très douloureux. Voilà, mais on peut pas. Moi, je pense que c'est très compliqué de décider d'entrer dans le spirituel. Le spirituel est quelque chose qui te happe. C'est quelque chose qui, à un moment donné, devient une évidence. J'ai tendance à penser, ça c'est une croyance, mais c'est aussi mon expérience, j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, il y a une évidence du spirituel à l'intérieur de toi, comme si ça se révélait en toi et que ça prenait une place importante, voire toute la place. Donc du coup, tu vas respirer, tu vas regarder, tu vas vivre avec cette autre vibration. Mais je ne crois pas qu'on construit le spirituel. On est construit par le spirituel. C'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est presque de l'ordre de la révélation, tu vois. Soit il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une recherche du spirituel. Dans ce cas-là, on est dans un côté chic de la spiritualité, on la recherche, ou soit ça nous zappe et on est dans un côté choc de la spiritualité. C'est pas du tout la même chose. Tu vois. Donc, et là, on est un petit peu démunis par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire, quand il y en a un qui tout d'un coup est choqué, est pris et happé par le spirituel et que l'autre n'y est pas, oui, c'est complexe. Mais si on veut essayer de se rejoindre, et ben dans ce cas-là, on fait un travail. Les thérapies de couple sont là pour ça, hein, bien entendu. Hein. Ouais. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que parfois l'autre bloque et ça va être souvent celui qui est dans le spirituel qui a déjà bien avancé sur ce chemin. Ouais. Il va des fois faire marche arrière et va subir par exemple une sexualité. Oui. Sacrificielle. Ouais, c'est exactement ça.
Et Ouais. ça, c'est un peu plus... bon, Ouais, mais c'est ça, correct. ça j'ai rencontré ça effectivement, des personnes, et c'est vrai, tu as raison, surtout des femmes, qui sacrifiaient cet espace d'elles-mêmes pour rester en contact avec l'autre, avec l'idée que la sexualité, c'est le baromètre du couple, donc il faut que ça continue pour que le couple existe, mais qui mettent leur mouchoir sur une dimension sacrée qui est à portée de main, à portée de cœur, et vers laquelle elles ne vont pas avec cette dimension sacrificielle. Oui, ça existe et je l'ai rencontré très souvent. Mais de toute manière, si le couple était une chose facile, ça se saurait. Ouais. C'est-à-dire qu'en soi, le fait d'être à deux dans une aventure humaine, que ce soit une aventure longue ou moins longue, de toute manière, c'est pas simple, parce que l'accordance entre deux personnes se fait à partir de deux différences qui essayent d'être communes. Tu vois, comment et en même temps, on demande au couple des choses qui sont très paradoxales. On demande au couple d'être à la fois le lieu du confort et le lieu de l'aventure. Tu vois, et parfois c'est très contradictoire. Donc le couple, alors pour revenir à la poésie, pour moi le couple c'est un oxymore. L'oxymore c'est une forme poétique où deux éléments qui n'ont rien à faire ensemble se rejoignent. Donc une sombre clarté, une merveilleuse douleur. Voilà. Et l'oxymore est une superbe forme poétique parce qu'elle crée des états de beauté qui sont assez surprenants. Donc pour moi, le couple est un oxymore. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut aimer l'oxymore qu'on forme avec l'autre, quoi. Tout est là. Quelle est la différence entre la sexualité sacrée et le tantra? Alors, le tantra, c'est de la sexualité sacrée. Le tantra vise à une dimension sacrée de la sexualité. Si ce n'est que le tantra, alors il y a beaucoup de choses à dire sur le tantra, mais si ce n'est que le tantra, c'est un espace d'expérimentation de la dimension sacrée de la sexualité. C'est un lieu dans lequel on va travailler sur l'énergie sexuelle, mais c'est un lieu de sublimation, le tantra. C'est-à-dire que c'est important de le dire, le tantra, c'est un espace où on utilise l'énergie sexuelle à d'autres fins que la sexualité. Donc, bon, en Europe et en France notamment, on ne fait pas de tantra, on fait du néo-tantra. C'est-à-dire qu'on fait un tantra qui était adapté pour les Occidentaux, notamment par des personnes comme Margot Anand, Osho, Daniel Audier et d'autres. Mais c'est de la sexualité sacrée, normalement, c'est ça qui est en jeu. Mais par rapport à ta question, je pense que plus que de la sexualité sacrée, c'est du corps sacré. C'est-à-dire que dans le tantra, le corps est vu comme un espace de sacralisation. Donc le corps est vu comme un temple, comme un lieu de vibration. Les choses sont nommées différemment. Donc c'est parce que le corps est considéré comme sacré que la rencontre des corps dans le tantra se fait sur une dimension sacrée. C'est vraiment ça qui est en jeu. Donc plutôt qu'une dimension de sexualité sacrée, c'est vraiment le corps sacré qui est regardé. Alors bon, le tantra est très à la mode à l'heure actuelle, mais de toute manière, si on cherche bien, c'est présent dans la tradition chrétienne, c'est présent chez les Indiens Navarros, c'est présent chez les aborigènes d'Australie, c'est présent dans plein de cultures, cette dimension du corps sacré et de la dimension de la sexualité sacrée. Mais dans le tantra, ce qu'on apprend avant toute chose, d'une part, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'apologie du féminin dans le tantra, c'est-à-dire que dans le tantra, il y a une apologie des dimensions dites féminines. Et il y a aussi dans le tantra un apprentissage de la conscience de ce qu'on fait à travers ses gestes, ses pensées, ses mouvements, son rapport à l'autre. Et c'est l'une des bases de la sexualité sacrée. Féminin et conscience. Là, tu nous dis finalement que cette sexualité sacrée, le tantra, existe dans plein d'univers différents, depuis la nuit des temps, visiblement. Oui. Même dans le Cantique des Cantiques, d'ailleurs, dans le journal d'un sexologue que tu as écrit il y a quelques années, tu as mis en début du livre, le Cantique des Cantiques, cette phrase incroyable: « Mon bien-aimé a passé la main par la fente, et pour lui mes entrailles ont frémi. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes mains la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. » Le Cantique des Cantiques, Ouais. qui est le livre de la Bible. Ouais. Et après, on nous fait croire que finalement, la religion judéo-chrétienne nous a quand même pas mal castrés au niveau de la sexualité. Et a fait finalement du sexe, de la sexualité, quelque chose de sale, alors que c'est Oui, magnifique. bien sûr, mais tu sais,
moi, j'ai beaucoup parlé avec, bon, autant le dire, hein, je suis pas catholique, mais j'ai beaucoup parlé avec des amis qui sont plutôt sur des terrains de lecture de la Bible, du Coran ou des grands textes religieux, justement sur cette question de la sexualité. Et j'ai un ami qui s'appelle Franck Laloux, qui est un grand spécialiste de la Kabbale et autres, et qui a traduit, qui a fait, je crois qu'il doit être à 40 traductions différentes du Cantique des Cantiques. Hein. Et donc, Franck me disait, mais à chaque fois, je découvre une subtilité et autres. Mais il me disait également, je suis toujours étonné que le Cantique des Cantiques soit dans la Bible. C'est comme si c'était un espèce d'accident. Alors lui, son truc, c'est de dire le Cantique des Cantiques, c'est l'inconscient de la Bible. Hein, c'est bon, ça, c'est son propos. Mais tu vois, par rapport à ça, je reviendrai à la question du corps. Hein, qui est fondamentale. C'est que les cultures monothéistes ne sont pas des cultures du corps. Ce sont des cultures de ce que j'appelle le corps différé. C'est-à-dire que dans ces cultures-là, le corps présent, le corps palpable, est un corps qui est en attente de quelque chose qui arrivera plus tard et notamment après la mort. Et ça, c'est représenté par l'image du Christ, par exemple. Le corps de passion du Christ est un corps ensanglanté, c'est un corps qui souffre, c'est un corps qu'on martyrise, c'est un corps que l'on crucifie. Et ce corps-là, qui est un corps terrestre, est un corps de souffrance. Ceci étant, quand dans la tradition chrétienne, le Christ renaît 3 jours après, il arrive dans un corps de lumière. Et la première personne qui le découvre, c'est Marie-Madeleine au Jardin des Oliviers. Et quand elle va pour le toucher, qu'est-ce que dit le Christ? Il dit « Noli me tangere », ne me touche pas. C'est-à-dire que ce corps-là ne se touche pas. Et le tantra et d'autres approches vont à l'inverse, c'est-à-dire au contraire, c'est le corps de lumière qui doit se toucher et non pas le corps de souffrance. Et le problème, c'est que beaucoup de traditions monothéistes, et même toutes, placent le corps de souffrance comme étant notre corps terrestre, et ce corps-là, il est là pour souffrir. Voilà, vous les femmes, vous allez accoucher dans la douleur, on va vivre dans la souffrance, voilà, on porte des cilices pour martyriser le corps et tout ça. C'est-à-dire que le corps terrestre ne doit pas jouir. Et la jouissance n'est déléguée qu'à quelque chose qui sera au-delà de la mort. Et quand on porte ça à l'intérieur de soi, c'est très difficile de considérer une sexualité sacrée, c'est-à-dire un corps réel qui soit un corps de jouissance et qui participe à la sacralisation du lien avec soi, avec l'autre, avec le monde. Enfin, et ça, oui, on en a l'héritage depuis pas mal de temps et ça continue. Et on se porte ça douloureusement. Exactement. Et c'est vous, les femmes, qui en souffrez le plus, il faut bien le dire. Hein. Ah oui, ça, on l'a bien remarqué aussi. Ouais, ça, oui, pas de problème. Ouais. Et pour autant, c'est de faire contrepoids, entre autres aussi avec celui-là, l'orgasme thérapeutique, orgasme quand le plaisir chasse la douleur. Oui. Résistance, Alain, résistance. Oui. Que je recommande aussi parce qu'il est formidable. Merci. Merci Julie. Mais effectivement, alors juste un petit mot sur l'histoire de ce livre. Moi, c'est une commande d'éditeur, l'orgasme thérapeutique. Moi, je voulais pas écrire un livre que je pensais être au départ trop technique, trop scientifique, trop médical. Et puis, j'ai accepté de l'écrire et je l'ai écrit avec 600 témoignages. Et j'ai des personnes qui ont témoigné le fait que volontairement, elles utilisent la vibration orgasmique pour lutter contre les maux de tête, les douleurs de règles, les douleurs articulaires, les insomnies. Voilà, ça classiquement. Mais j'ai rencontré aussi des personnes qui utilisent la dimension orgasmique avant des crises de sclérose en plaques, après les crises de sclérose en plaques, avant une chimio, après une chimio. Voilà, je ne suis pas en train de dire que l'orgasme soigne le cancer et la CEP, hein, c'est pas ça. Non, mais en même temps, ça apaise. Et il y a une fonction analgésique naturelle de la dimension orgasmique et qui laisse entendre, oui, que l'orgasme fait du bien au corps, fait du bien à l'esprit. J'ai tendance à penser fait du bien à l'âme aussi, et que cette dimension-là, elle est fondamentale de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Mais pourquoi elle est fondamentale? Parce que c'est une transe, et que cet état de transe est un état de réparation interne dont on peut vérifier les résultats de manière scientifique à l'heure actuelle. Il y a un grand chercheur aux États-Unis qui s'appelle Barry Komisaruk, prix Nobel de médecine, et qui fait des recherches depuis des années dans la lignée de Master et Johnson sur qu'est-ce qui se passe lorsque nous orgasmons. Et il apporte la preuve scientifique, s'il fallait une preuve, qu'effectivement, il y a un rééquilibrage naturel
dans la fonction orgasmique. Hein. Mais un rééquilibrage, il y a plein de niveaux. Hein. Bien entendu, c'est pas simplement que ça fait du bien et que ça donne moins de rides, mais c'est aussi qu'il y a un Mal. rééquilibre interne fondamental. Mais c'est vrai que ça fait du bien que ça donne moins de rides. Ouais. C'est déjà pas mal. Regarde, moi j'ai Sylviane, 140 ans, hein, tu vois, ça se voit pas. Hein. Alors là, on va tous y aller là. Allons-y gaiement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu disais tout à l'heure que en tant que femme, on souffre souvent beaucoup plus que les hommes, rien que l'accouchement et tout ce qui s'ensuit. Mais finalement, au niveau de l'orgasme, on a des orgasmes beaucoup plus longs que vous. Oui. Donc, quelque part, si on se débrouille bien, on peut compenser tout ce bazar. Bah, oui, Exact. là encore, alors c'est de la statistique, bien entendu. Il y a toujours des données singulières et particulières qui vont contredire ce que je vais dire, et heureusement. Mais Barry Komisaruk a montré de façon très précise, à travers des IRM de personnes ayant des orgasmes, à démontrer ce qu'on pressentait déjà dans les années 50, c'est que la durée d'un orgasme chez les femmes est 7 fois supérieure à celle d'un homme. Mais en même temps, quand on parle d'orgasme, c'est aussi le fait qu'il y a plusieurs types d'orgasmes. Hein. Voilà, il n'y a pas que l'orgasme pénétratif. Voilà, il y a plein de formes d'orgasme. À la limite, si on pousse les choses jusqu'au bout, et d'un point de vue sacré, notre corps entier nous propose une possibilité orgasmique à des variations et des degrés qui sont différents. Et donc, mais c'est la question de la transe qui est posée. Je pense que c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui a fait peur pendant des siècles et encore maintenant par rapport au corps des femmes. C'est-à-dire que cette capacité orgasmique féminine extrêmement sauvage, cette transe féminine qui a été ramenée notamment au XVe siècle du côté du diable. C'est-à-dire que lorsque vous jouissez, c'est le diable qui a pris possession de votre corps. Et dans ce cas-là, la jouissance féminine est donnée la possibilité de l'expression du diable. Et je rappelle, ça tu le sais, que dans l'Inquisition, un capuchon du clitoris qui était jugé trop grand conduisait les femmes au bûcher. Hein, et qu'on a excisé les femmes jusqu'à la fin des années 1930 en Europe, voilà, pour guérir, soi-disant guérir l'hystérie. Donc, il y a vraiment une espèce de peur de la furia de la jouissance féminine et qui fait très peur aux hommes, bien entendu, à l'organisation très, très machiste et patriarcale de nos sociétés. Et parce que, jusqu'à preuve du contraire, même si l'homme peut avoir, à partir d'une recherche personnelle, des sensations orgasmiques très fines, que le seul organe sexuel qui n'est dédié qu'au plaisir, c'est le clitoris, et jusqu'à preuve du contraire, c'est les femmes qui l'ont. Donc, il y a et le clitoris dans sa véritable anatomie, bien entendu. Donc, voilà, il y a toutes ces dimensions-là. Moi, pour tout te dire, je suis toujours très étonné, de façon très naïve et très enfantine, de me dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle omerta sur la sexualité féminine et masculine, alors qu'en fait, c'est juste un endroit de plaisir, un endroit de rencontre, un endroit ludique et créatif. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a ça qui est en jeu, comme si, mais je pense que c'est parce que ce sont nos espaces de liberté. Et que la sexualité, comme le rêve d'ailleurs, sont des espaces ultimes de liberté intime et que pour certains fonctionnements sociétaux, c'est absolument inadmissible qu'il y ait cette liberté-là qui s'exprime. D'ailleurs, pour terminer sur le point de la femme et le lien avec le diable, tu disais aussi que l'orgasme était très proche de la colère. C'est une expression de la colère. Et effectivement, pendant des siècles, on nous a interdit d'être en colère, et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fille qui se met en colère, oh, elle est complètement hystérique, elle est folle celle-là. Alors qu'un mec qui se met en colère, bon, c'est normal, c'est un mec viril, il a de la poigne, il en a. Ben oui, Quand mais qu'on va sortir de ça? Bien, ça, si je le savais, je suis sûr que je te le dirais. Mais je pense qu'on est en train d'en sortir. Je vais te donner 2 réponses par rapport à ça. C'est-à-dire que la première, c'est que je pense que vous, on vous interdit la colère, mais nous, les hommes, on nous interdit la tristesse. C'est-à-dire que voilà, la colère, c'est pas bon pour les femmes, la tristesse, c'est pas bon pour les hommes. Et que donc il y a vraiment ça qui est en jeu. Mais indépendamment de ça, moi, ce dont je m'aperçois, c'est que là, actuellement, sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment avec, à mon sens, beaucoup de joie par rapport à la sexualité et avec des personnes très jeunes. D'ailleurs,
je fais pas du jeunisme, c'est simplement un constat. Ces personnes-là, j'essaye de les faire participer le plus possible à mes formations. Mais des personnes qui ont 30, 35 ans, qui ont des comptes Insta, qui sont extrêmement joyeux, qui proposent un regard sur la sexualité très ouvert, notamment aux jeunes générations. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et que je ne peux que souligner et qui, moi, m'enthousiasme beaucoup. Voilà, il y a des contes comme le conte de Cinéden Sublime, avec qui j'ai travaillé, mais Orgasme et moi de Charline Vermont, Pure Human Soul de Chloé. Voilà, il y en a plein. J'en cite trois parce que je les connais, mais il y en a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres. Et ce sont des personnes qui ont une trentaine d'années, tu vois, et qui reprennent le flambeau avec un langage différent de ce que nous, voilà, l'ancienne génération des sexos, on a essayé d'apporter, tu vois, dans la continuité de mai 68. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quelque chose qui s'ouvre et que les ados, justement, peuvent aller puiser sur ce terrain-là un regard sur la sexualité très décomplexé, très ouvert, très inclusif aussi dans le fonctionnement. Et je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle et ça laisse entendre qu'il y a quelque chose qui bouge et qui change sur ces terrains-là. Et je ne peux que le souligner et applaudir des deux mains. Mm. D'ailleurs, on va faire un petit pont rapide pour la suite des événements de tes sorties, de tes ouvrages. Tu as un ouvrage qui va sortir là, chez Le Duc prochainement. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est un ouvrage qui va être sur les asexuels. Et là encore, c'est un ouvrage que j'ai écrit à partir d'une enquête que j'ai faite sur la sexualité avec A privatif. C'est un ouvrage qui va s'appeler Désirer autrement et le sous-titre, c'est Voyage au pays des asexualités. Parce qu'il y a plein de formes d'asexualité différentes. Et donc, je me suis penché sur ces personnes qui disent ne pas avoir d'appétence et d'appétit à la sexualité. Et je dois t'avouer qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais dans l'idée qu'il y avait un truc qui n'allait pas quelque part, que c'était de la pathologie et tout ça, et de me rendre compte qu'il y a des gens qui vivent sans sexualité, mais de quelle sexualité parle-t-on? D'une sexualité de décharge, d'une sexualité pénétrative, d'une sexualité très hétéronormée. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de désir, mais simplement ils ne correspondent pas aux critères habituels. Ces personnes-là ont toujours existé. La seule chose, c'est que là, ils ont un espace pour s'exprimer qui s'appelle les réseaux sociaux. Ils ont un site très connu qui s'appelle Aven. Ils sont très présents dans la communauté LGBTQIA+. Et donc, j'ai essayé de leur donner la parole et d'apporter mon regard non pathologisant, je le dis, là-dessus, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'ai rencontré plein de choses différentes. Des personnes qui sont asexuelles parce qu'elles ont eu un trauma sexuel, des personnes qui sont asexuelles pour des raisons qu'on peut énoncer, et puis des personnes qui sont asexuelles pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le trauma ou autre, tu vois. Et c'est très intéressant. Et j'ai rencontré des couples asexuels qui me parlaient de la tendresse, de l'amour qu'il y avait entre eux, et combien cette tendresse et cet amour n'étaient pas obligatoirement sanctionnés, si je puis dire, par des relations sexuelles telles qu'on entend communément. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines instances internationales, et l'OMS est en train d'y réfléchir, pour classer la sexualité avec un privatif comme étant une forme de sexualité. Donc, ça ouvre encore le champ de manière différente. Et ça ne fait que confirmer ce que je pense depuis longtemps, que nous avons plusieurs sexualités à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, c'est ça qui est en jeu et que j'essaye de comprendre et de donner le regard le plus ouvert, le plus scientifique possible. Voilà, et surtout avec l'idée de ne pas pathologiser les gens qui se disent asexuels, parce que il ne s'agit pas de pathologie, mais d'autre chose, d'une autre manière d'être au monde dans sa sexualité. Le livre sort mi-avril, parce que le 13 mai, jour de mon anniversaire, c'est la journée francophone et mondiale de la sexualité. Voilà, et normalement, le livre devrait être déjà en librairie à ce moment-là. Voilà. C'est chouette, ça peut être que libérateur.
pour ces personnes qui sont dans cette sexualité-là. Est-ce que, petit pont justement avec ça, avec ce livre-là, sur la sexualité sacrée, est-ce que du coup c'est plus facile pour les asexuels d'être dans la sexualité sacrée? Alors oui et non. Oui et non parce que ça peut être plus facile parce que la sexualité sacrée va entraîner, enfin peut éventuellement entraîner quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la sublimation du sexuel, qui est plutôt de l'ordre de la tendresse. Euh, Elle peut très bien ne pas être pénétrative, la sexualité sacrée. Le but du jeu n'est pas la pénétration, c'est autre chose. Donc ils peuvent y trouver leur compte, si je puis dire. Alors quand je dis ça, ça fait un peu pathologisant quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, il y a des personnes qui sont dans un parcours spirituel, dans une sexualité à caractère spirituel, mais qui sont des asexuels dans le fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendresse, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de vibration à caractère tendre. Hein. C'est Freud qui parlait du courant tendre et du courant sexuel en tant que tel. Donc, ils sont dans le courant tendre, ces personnes-là. Et en même temps, quand on est dans le tantra, par exemple, pour quelqu'un qui est asexuel, parfois, ça peut être l'énergie sexuelle peut être un peu trop, tu vois, un peu trop présente, trop active. Voilà, donc il y a vraiment ça à trouver un juste équilibre. Et puis, en même temps, il faut bien le dire, parce que ça, c'est la problématique des étiquettes. On n'est pas asexuel toute sa vie. On peut être asexuel pendant 15 ans et les 15 ans qui suivent être complètement dans une sexualité débridée. Tu vois, c'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir une vision de nos sexualités qui soit une vision en mouvement et avec le fait qu'on n'est pas estampillé jusqu'à la fin, tu vois. On n'est pas hétérosexuel forcément pendant toute sa vie, tu vois. Voilà, il y a beaucoup de personnes, par exemple, j'ai eu des cas dans mon cabinet, j'en entends parler régulièrement, qui ont ce qu'on appelle une homosexualité tardive, par exemple. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient une homosexualité cachée pendant tout le temps, c'est simplement qu'à un moment donné, ils se révèlent une part d'eux-mêmes qui avant n'était pas en place. Et là, je participe complètement de l'idée de Freud que nous sommes fondamentalement bisexuels. C'est des questions de rencontres, de circonstances, d'éducation, de culture qui font qu'on va vers un terrain plus qu'un autre. Quoi. Voilà. Est-ce que, une question de Cécile, la sexualité et la ménopause, liée avec la baisse du désir à la ménopause, est-ce que ça fait partie aussi des personnes que tu as pu rencontrer sur ce terrain? Tout à fait, si ce n'est que la ménopause est une traversée. La ménopause n'est pas la fin de la sexualité. La ménopause possède en elle-même un certain nombre d'éléments. Toutes les femmes ne sont pas obligées de le vivre. Toutes les femmes ne sont pas obligées d'avoir des bouffées de chaleur, de l'irritabilité, des états dépressifs, une baisse de la libido, un assèchement vaginal, voilà, toute la liste. Ce n'est pas une obligation. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'on vit souvent sa ménopause aussi en fonction de comment on a vécu sa sexualité avant la ménopause. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais il y a des femmes qui vont rentrer au moment de la ménopause dans une baisse de désir, une baisse de la libido, et qui vont de fait s'apercevoir que pour elles, c'est un moment asexuel et qui le vivent bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont y rester. Tu vois, on peut être asexuel 4, 5 ans et puis après passer à autre chose. La seule chose, c'est que nous sommes dans une société qui est une société qui place la sexualité sur le terrain de la performance. Et on est dans une société qui veut que nous soyons toujours en rut. Tu vois, que les hommes toujours en érection, les femmes toujours prêtes à faire l'amour et tout ça. Tu vois, donc il y a je pense que les asexuels, en tout cas, posent cette question-là d'une fluctuation du désir qui correspond à ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que et la sexualité sacrée, c'est tout l'inverse d'une sexualité de performance. La sexualité sacrée, c'est pas une sexualité quantitative, c'est une sexualité qualitative. C'est pas du tout la même chose. Tu vois, très rapidement, un des premiers couples que j'ai reçus quand j'étais sexothérapeute viennent me voir et me disent: Monsieur Héril, on vient vous voir parce qu'on est très malade, ça va pas bien. Je leur dis: bon, bah, racontez-moi ce qui se passe. On fait pas l'amour assez souvent. Ok, d'accord. Et ils me disent: oui, on a lu un
un article et une enquête qui laisse entendre qu'il faut faire l'amour 3 fois par semaine. Je leur dis oui, et alors et ils me disent, ben oui, nous, c'est une fois tous les 10 jours. Je leur dis, ok, mais quand vous faites l'amour, comment ça se passe? Oh, c'est génial, on s'adore, c'est fantastique. Je dis, mais où est le problème? Où est le problème? Il leur a dit, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, mais eux, ils font l'amour 3 fois par jour. Donc, je leur ai dit, OK, 3 fois par semaine. Je leur ai dit, est-ce que vous avez bien lu l'article? Effectivement, ils font 3 fois par semaine, mais ça dure 20 minutes en règle générale. La plupart du temps, la position, c'est la position du missionnaire, c'est-à-dire la vraie position du missionnaire, avec l'homme qui a la tête dans l'épaule de la femme et les regards qui ne se croisent pas. Et la plupart du temps, 3 fois sur 4, les femmes n'ont pas d'orgasme. Si c'est ça votre modèle, OK. Mais ça, c'est un modèle sociétal. Et vous, votre modèle à vous dans votre couple, c'est une fois tous les 10 jours. Et à ce moment-là, c'est la fête du slip. Donc, ben, OK. Où est le problème? Tu vois? Et ça bon, j'ai fait qu'une séance avec eux. Et en même temps, moi, je crois beaucoup au fait que dans la sexualité, nous inventons nos propres modèles. Alors, je sais que c'est facile à dire. On est dans une société qui nous envoie une foultitude d'injonctions par rapport à la sexualité, mais il faut se détacher de ça. Il faut se détacher de ça, parce que sinon, on est enfermé, quoi. Se détacher de ça et aussi de ce que, effectivement, font les voisins. Oui. Les voisins ou les potes. Je veux dire, si on commence à se comparer aux copains, ça ne va pas le faire. Oui, en sachant que les copains ne disent pas toujours la vérité de ce qui se passe dans leur intimité, tu vois. Des fois, il y a un petit côté mytho. Hein, Ah oui, moi, c'est ouais. la fête du string depuis 30 ans. Ouais. Moi, je jouis quand je respire et tout ça. Ouais. Je n'ai plus besoin de manger. Voilà. Raconte-nous un petit peu la genèse de ton oracle. Je rappelle ici, oracle sexualité sacrée, donc notre sujet du jour, qui a été illustré par Karine Zibo. Des très très belles illustrations que je vais vous montrer là maintenant. Voilà, des très très jolies choses. Raconte-nous un petit peu. Alors, la genèse, en fait, c'est un projet qui a vu le jour pendant le premier confinement. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années que j'ai envie de faire un oracle. Moi, j'adore ça. J'adore les oracles, j'en ai plusieurs. Je trouve ça, d'un point de vue ludique, hyper agréable. Voilà. Et donc, en fait, j'essayais de trouver une idée qui était une idée qui n'avait pas été balisée par quelqu'un d'autre. Et puis, donc, j'avais écrit le livre « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». Et puis, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas un oracle sur la sexualité sacrée? Donc, j'ai cherché et en fin de compte, il n'y en a quasiment pas. Et donc, et comme pour beaucoup de personnes, j'avais du temps pendant le confinement, j'ai commencé à réfléchir dessus. Puis je me suis dit, ben, il faut que je trouve quelqu'un qui va illustrer. Donc, j'ai contacté Karine, hein, qui est une personne incroyable et qui fait des illustrations que je trouve sublimes. Et en même temps, l'idée était de faire quelque chose qui ne soit pas réaliste, c'est-à-dire de ne pas faire des représentations, comme j'ai déjà vu, dès qu'on parle de sexualité, avec des trucs, même sur la sexualité sacrée, tu vois, avec des choses qui reprennent une iconographie trop tantrique ou autre. Je voulais quelque chose qui soit contemporain et suffisamment abstrait pour que la personne qui regarde puisse faire ses propres projections et presque inventer les choses tout autant que ce que propose l'illustration. Donc Karine a pris la balle au bon. Et puis, 15 jours après, elle m'a envoyé 15 illustrations que j'ai trouvées superbes. On s'est dit, bon, bah, c'est génial. On a avancé sur le projet et on a contacté donc les éditions Le Duc qui nous ont dit oui tout de suite. Si ce n'est qu'ils nous ont dit oui, donc le confinement était en mars. Nous, on a travaillé mars, avril, mai, juin, pas sur toutes les cartes. Et puis, on contacte le Duc et le Duc, en novembre, nous dit c'est génial, fantastique, on y va. Et il faut que vous nous rendiez tout fin janvier. Donc, on avait quand même 2 mois pour travailler. Voilà, donc, bah, on s'est attelé à ça. Mais je dois dire que je ne peux que rendre hommage à Sandrine Navarro, qui était notre éditrice chez Le Duc,
Et Sandrine a suivi le projet avec une tendresse, une bienveillance, une compréhension extraordinaire. Et du coup, on a travaillé dans des conditions idylliques. Voilà, et puis, ça a donné ce produit-là. Tu vois, moi, j'ai appris plein de choses sur comment on faisait les oracles, sur le produit pour que les cartes elles glissent bien, sur tout un tas de choses. Et voilà. Mais c'est un projet qui s'est fait dans la joie, complètement dans la joie. Ça aurait été un peu contradictoire par rapport au thème, que ça ne soit pas dans la joie, mais dans la joie entre Karine et moi, et puis entre nous deux, et puis notre éditrice, tu vois. Donc voilà. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, ce qui m'enthousiasme, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent avec leurs patients. Et dans des milieux très différents. Là ce matin, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me parlait du fait qu'il y avait des tirages de cet oracle sacré dans des cercles BDSM. Voilà, donc dans des lieux, voilà, a priori on se dirait ça peut pas aller ensemble, et ben si. Donc voilà, donc c'était, voilà, moi je suis très fier de ce travail-là fait avec Karine. Voilà, et alors si je peux me permettre quelque chose d'un peu égotique, si je puis dire, c'est que je pense que c'est pas nous qui l'avons fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est passé à travers nous, tu vois, parce que ça a été tellement magique, tellement évident, qu'à un moment donné, on était porté par une énergie. Et avec Karine, on se disait, mais pourquoi c'est si simple, tu vois alors moi, je suis pas un violent, je suis pas un vindicatif, tu vois, mais il y avait aucune anicroche, tu vois. Ça se faisait comme si c'était une évidence. Voilà. Et pour me permettre un jeu de mots, quand on est dans les évidences, et ben, l'évidence. Et la vie danse aussi. Ouais. Tu l'utilises, toi? Oui. Ben, et d'ailleurs, il y a un petit livret, comme dans tous les oracles, où il y a des propositions d'utilisation. Voilà. Il y a une utilisation que j'aime bien, c'est de mettre toutes les cartes visibles, donc on voit les illustrations et les thèmes, et puis on prend une carte qui représente sa sexualité de maintenant, et une carte qui représente la sexualité vers laquelle on veut aller. Voilà. Et après, on retourne les cartes, donc on ne voit plus les illustrations, et la carte qu'on tire, qui est celle qu'on va mettre au milieu, c'est celle qui va nous permettre d'aller de l'un à l'autre, d'aller de maintenant à demain. Voilà. Et c'est toujours très étonnant au niveau du tirage. Voilà, c'est... Et donc, oui, je l'utilise et je suis épaté de comment beaucoup de personnes créent des choses auxquelles je n'avais pas pensé dans des formes de tirage et tout ça. C'est hyper exaltant de voir quelque chose qu'on a créé te dépasser et prendre ce type de forme, quoi. Voilà. J'ai qu'une seule hâte, c'est de créer un autre oracle, mais j'ai pas de thème encore. Ah. Un peu ballot. parce que comme tu sais, pendant le confinement, la vente des oracles était multipliée par 5. Donc, mais c'est de la folie. Donc, il y a de plus en plus d'éditeurs qui en sortent. Voilà, et à mon avis, là, il y a un peu trop pléthore d'oracles, qui est très bien, mais il y en a beaucoup. Et donc, aller trouver un thème qui n'a pas encore été balisé par quelqu'un, c'est pas facile. Mais ça va venir. Ah oui, je sens. Parce que de toute manière, le duc est prêt à ce qu'on en fasse un autre, que ce soit avec Karine ou avec quelqu'un d'autre. C'est voilà, le duc attend que je fasse une proposition, quoi. Voilà. Et l'oracle, comme les bouquins, c'est trouvable partout, dans toutes les librairies. Voilà. Et puis, s'il n'est pas chez votre petit libraire du coin, le petit libraire du coin, il peut le commander. Il le commande. Voilà. Isabelle demande, alors je te laisse faire et après on va passer au face-à-face. Qu'est-ce que le BDSM? Alors, le BDSM, en fait, alors, je vais essayer de faire court, parce que le BDSM, c'est bondage, domination, soumission, masochisme. En fait, c'est tout ce qui est le fait d'avoir des pratiques sexuelles dites déviantes. J'aime pas trop ce mot. Voilà. Alors, il y a un BDSM qui est un BDSM qui est extrêmement violent, noir, animé de pulsions de mort. Et puis, il y a un BDSM récréatif. Et ça a été très, très, très mis à la mode par 50 nuances de Grey. On pense qu'on veut du bouquin et des films. Mais, et donc,
voilà, de toute manière, quand vous avez une relation sexuelle et que vous tirez les cheveux de votre partenaire, ou quand vous l'attachez même avec une petite ficelle sympathique, ou quand vous donnez une petite tape sur les fesses, vous êtes dans une pratique BDSM. Hein. Donc voilà, donc voilà, ça existe dans la sexualité. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en sert pour jouer, pour transgresser, pour allumer le désir d'une autre manière, ou est-ce qu'on s'en sert pour détruire et contraindre l'autre? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est deux versions différentes d'une même chose. Et dans le BDSM, il y a quelque chose que moi je trouve passionnant, c'est tout ce qui est l'utilisation des attachements, de l'attachement, et notamment le shibari, qui est une approche que je trouve assez hallucinante et passionnante, quoi. Mais peut-être que ce qui est admirable dans le BDSM, quand c'est bien fait, c'est la notion de consentement. C'est-à-dire que, oui, oui, tu as raison de le souligner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un BDSM, je dirais, agréable, récréatif, pour reprendre mon terme, sans qu'il y ait le consentement. C'est-à-dire que le consentement, il est absolument fondamental. Un BDSM sans consentement, c'est de la perversion. C'est important de le souligner Tout également. à fait, tout à fait. J'ai une question avant de passer au face-à-face, qui va être la nouveauté du Homme et Ensemble. Voilà. Et dis-nous quand même, parce que là, il y a beaucoup de femmes qui sont là ce soir, qui ont des hommes souvent pas marrants, ou bref, qui sont loin de tout ce qui est oracle, ou quand ils voient un oracle, qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est quoi ça, enfin, okay, qui sont dans une sexualité, tu vois, un peu lourdingue. Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, qui est ouvert, qui a travaillé sur toi? Je ne sais pas, c'est pas très compliqué, ça fait pas de mal, en fait, de travailler sur soi et d'avancer un petit peu, d'apprendre à se connaître et de s'ouvrir au monde. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire d'autre? C'est-à-dire que je vais employer des formules, ça vaut ce que ça vaut. Après, la question de la formule, c'est comment elle atteint l'autre. Mais je pense que les hommes ont tout intérêt à comprendre que leur force, c'est leur vulnérabilité. C'est à l'endroit où ça lâche qu'on est le plus fort. Mais être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible, ça ne veut pas dire être une mauviette, ça ne veut pas dire tous ces discours-là qui paraissent passéistes, mais qui sont encore extrêmement présents. Personnellement, j'ai animé pendant des années des groupes de parole d'hommes. Je le fais encore dans les stages de tantra. Et ce dont je me rends compte, c'est que, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que, alors c'est des hommes qui font du tantra, mais avant c'était pas des hommes qui faisaient du tantra, c'était des hommes qui venaient à réfléchir autour de la masculinité. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, où on a parlé des nanas, de sa maman, voilà, de ses difficultés, voilà, parce qu'on a une trop grosse bite ou une petite bite ou ceci, cela. Une fois qu'on a passé ça, voilà, très rapidement, on rentre dans quelque chose où l'émotion a sa place. Et je pense que la plupart des hommes ont en eux une émotion qui est à portée de main, qui n'est pas très loin. Encore faut-il qu'ils aient les conditions pour pouvoir l'exprimer et sans qu'il y ait en face d'eux un autre homme qui vienne leur dire que c'est pas bien. Voilà. Parce que le problème qu'il y a dans la masculinité, c'est la concurrence et la comparaison. Et ça, c'est quelque chose qui fait d'énormes dégâts, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y en a un qui est mieux que soi, qui peut mieux faire jouir les femmes que soi et tout ça. Bon, ça, c'est le petit garçon face à son papa, hein, c'est toujours la même chose. Donc à un moment donné, la question, c'est comment aider les hommes à grandir et à devenir vraiment des hommes et à cesser d'être des fils qui se battent pour je ne sais trop quel butin. C'est compliqué. La masculinité est compliquée. Personnellement, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, qui est un excellent livre d'une philosophe anthropologue, et où justement elle démontrait très clairement que la virilité est un mythe construit par notre société qui fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes. C'est un très bon livre. Voilà. Et comment sortir de ça? C'est-à-dire que je réponds à ta question par une question, tu vois. Mais à un moment donné, je crois que d'une certaine manière, ce qui peut aider les hommes, c'est que les femmes arrêtent d'être complaisantes avec eux. C'est-à-dire d'affirmer le féminin. Tu vois. Et alors, c'est pas la guerre des sexes, mais c'est simplement qu'à un moment donné,
Tu vois, je prends un exemple. Tu vois, quand tu es avec un homme et qu'il a une difficulté d'érection ou qu'il est éjaculateur précoce, ça sert à rien de lui dire mon petit chéri, c'est pas grave, ça va passer, tout ça. On l'infantilise quand on fait ça. C'est Mm. simplement de lui dire non, je suis en colère, ça me plaît pas. Quand est-ce que tu vas vraiment avancer, me reconnaître et tout ça? C'est à un moment donné, c'est de faire monter les puissances les unes avec les autres. Euh, et à mon avis, comment aider les hommes à cesser d'être des fils pour devenir des hommes, tout comme il faut aider les filles à cesser d'être des filles pour devenir des femmes, tu vois. Il y a vraiment ça. Et puis après, bon, ça, tu le sais, c'est toute la problématique psychogénéalogique qui fait beaucoup de dégâts, tu vois. Parce que quand tu inscris ta masculinité dans une lignée défaillante, tu es défaillant toi-même, tu vois. Donc, oui, il y a un énorme chantier devant nous. Mais je pense qu'on est en train de s'y atteler quand même, malgré tout, tu vois. Même si on est dans un monde très paradoxal et très bizarre, mais bon, moi je reste optimiste, sinon je ne ferais pas ce métier. Hein. Alors, pour tout le monde, on va apprendre à mieux te connaître. Donc, face à face, c'est les questions face à face et tu réponds du tac au tac. Ok, D'accord? ok, Alors, t'es prêt? prêt. Est-ce que tu aimerais t'avoir comme ami? Oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Il faut que je développe. Ouais, tu peux, ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que je suis une personne sensible et que j'aime beaucoup la sensibilité chez les hommes. Donc, quand je parle de sensibilité, je parlais de vulnérabilité tout à l'heure, voilà, c'est dire que, bon, à l'âge que j'ai, je pense que je me la joue pas trop. Voilà, j'ai lâché un certain nombre de choses. J'aime bien m'avoir comme ami à ce niveau-là, tu vois. Je pense qu'on pourrait très bien se marrer ensemble, quoi. C'est clair. Est-ce que tu aurais aimé être une femme? Ah oui, bien sûr, bien Ah ouais, sûr, bien sûr. pourquoi? Parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à accepter le féminin à l'intérieur de moi. Euh, pour tout dire, ma vie sexuelle a commencé avec des hommes. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'un homosexuel est un homme qui est féminin, c'est pas si simple que Non, ça, bien sûr, mais pareil. bien sûr, mais en même temps, moi je trouve qu'il y a dans le féminin quelque chose qui n'a pas encore été exploré, à la fois du côté de la douceur du féminin. Je trouve que dans le féminin, le maternant a été trop exploré, mais qu'on n'a pas exploré dans le féminin encore la douceur féminine et bien entendu toute la sauvagerie féminine. Voilà. Moi, j'aimerais être une femme sauvage. Ça me plairait bien. Voilà, Et d'ailleurs, pour ma prochaine vie, j'ai rempli le questionnaire et j'ai noté femme sauvage. Comme moi, j'ai noté homosexuel. Ouais, Je bon, serais, ben, on va peut-être se rencontrer. ouais, tu vois, je serais un homme gay dans une autre vie. Ça, c'est Oui, clair. oui, oui, mais moi, je serais une femme sauvage qui aime beaucoup les hommes gays. Ah bah parfait, Ouais. on sera bien, on s'entendra bien. Quel épitaphe tu voudrais voir écrit sur ta tombe? Euh, bonne question. N'a pas toujours réussi, mais au moins il a tenté. Hmm, T'es dur là. Oui, mais j'essaye d'être sincère dans ma réponse. Tu Très vois, bien. j'aurais pu te dire un truc hyper Très bien. contraignant, mais As-tu déjà utilisé du Viagra? non, jamais. Qui aimerais-tu retrouver dans l'au-delà? Arthur Rimbaud. Ah oui. Oui, j'ai une passion pour. J'ai comme ça des images masculines, plutôt littéraires et tout ça, des hommes qui me fascinent dans leur vie. Freud, par exemple, en dehors de ses écrits, la vie de Freud me passionne. Et la vie d'Arthur Rimbaud me passionne. Et l'œuvre d'Arthur Rimbaud, elle a changé ma vie. Alors, Rimbaud m'a sauvé d'une certaine manière d'une adolescence un peu triste. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Rimbaud parce que dans la littérature, il y a une espèce de mystère. Il semblerait que Rimbaud ait écrit un livre qui s'appelle justement La quête spirituelle, donc que personne n'a trouvé. Et j'aimerais bien retrouver Rimbaud là-haut et lui dire qu'il me le fasse lire à moi. Hein, ouais. Mais oui, je suis sûr que dans la vraie vie, c'était un personnage qui devait être chiant au possible. Ouais, Voilà, pas très fort. mais oui, oui, j'aimerais bien retrouver Rimbaud et puis marcher avec lui. Ouais. L'amour, c'est mieux avant, pendant ou après? Euh,
Évidemment, la facilité, ça serait de te dire à tous ces moments-là, parce que c'est ce que je pense. C'est pas simplement que de la facilité, mais j'aime beaucoup après. J'aime beaucoup ce qu'on appelle le postlude, c'est-à-dire ce moment où on est encore dans le souvenir du geste, mais le souvenir n'est pas encore parti. C'est-à-dire que c'est un souvenir prégnant. Tu vois, c'est-à-dire que le souvenir de la caresse est encore au bout des doigts. Et ça, j'aime beaucoup ce moment. Donc, c'est dans l'après. Ton cri de guerre. Mon cri de guerre, essayons. Et tu le dis comme ça, juste Ouais, essayons. essayons. Voilà, Pas plus fort. voilà, on y va, on y va. C'est très, ouais, voilà, c'est bonsaï, quoi. Voilà, c'est ouais, bonsaï, c'est je retrouve plus le mot en russe que j'aimais bien aussi quand je travaillais là-bas. Voilà, ça va me revenir, mais qui va dans le même sens, tu vois, ouais, bonsaï, allons-y, quoi. Quel est ton livre préféré? Alors, je peux en Tu citer dois en avoir un trois. paquet. Hein. Alors, Ça va être compliqué de trier. mon livre préféré, vraiment celui que j'emporterai sur une île déserte, c'est Les Illuminations d'Arthur Rimbaud. Alors c'est un recueil de poésie. Ça, je l'ai lu, je sais pas combien de fois, et à chaque fois, je suis émerveillé. Voilà, il y a ça. Il y a Belle du Seigneur de Cohen qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu, et justement avec toutes les facettes de l'amour qui sont présents. Voilà, ces deux-là, je les emmènerai, ça c'est sûr, et ça fait partie de mes livres préférés. Ils sont vraiment au-dessus du lot complètement. Celui que tu aurais aimé écrire. Ah, ben, Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, j'aurais aimé écrire ce bouquin. C'est une écriture tellement superbe. Mais d'Albert Cohen, il y a un autre livre que j'aurais aimé écrire, qui est un livre que je ne peux pas lire sans m'effondrer en larmes. C'est le livre qu'il a écrit sur sa mère, et c'est un tout petit bouquin. Ça s'appelle Le livre de ma mère. C'est un tout petit bouquin, et je trouve que chaque mot, chaque phrase est empreint d'un tel amour, et puis d'une telle peine également. Et puis ça parle de toutes les mères. Donc j'aurais aimé écrire deux livres d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, mais surtout le livre de ma mère, que je trouve être un livre tellement extraordinaire et tout petit en plus. La dernière fois que tu as dit je t'aime. Il y a juste avant notre live. Et la dernière fois que tu as pleuré? Juste avant notre live. Merci Alain. Merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment très agréable de te retrouver là, et vraiment merci beaucoup. Et puis merci aussi à toutes ces personnes qui sont là. Je suis toujours plein de gratitude dans ce genre de moments, de personnes qui font l'effort de passer un temps voilà, autour des mots qui sont les miens, qui sont les tiens là, ce soir en l'occurrence, et vraiment plein de gratitude à eux. Merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle les deux derniers ouvrages que tu as sortis, dont cet oracle magnifique, Sexualité sacrée, que je ne peux que recommander parce qu'il est juste sublime. Les illustrations sont magnifiques. Et puis, On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Un livre, donc les 13 clés pour dynamiser désir et sexualité. Il y a des petits exercices à faire. Voilà, en espérant que de votre côté, vous soyez un duo qui a envie d'explorer cette sexualité sacrée. Je ne peux que vous le souhaiter. Merci Alain du fond du cœur, je t'embrasse très très fort. Merci d'avoir accepté ce duo avec moi ce soir. Merci à toutes et tous d'être venus et d'avoir participé. Tous vos cœurs, c'est génial. On adore recevoir des cœurs, c'est le plaisir. Oui, cœur. Bisous mon Alain. À bientôt, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde, je vous embrasse fort. À très bientôt.